Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au CUM. Nous sommes vraiment ravis de vous revoir enfin aujourd'hui après ces longs mois sans conférence. Nous sommes ravis d'autant plus que nous accueillons aujourd'hui Patrice Guénifet. Comme vous le savez, nous fêtons cette année, nous commémorons cette année le bicentenaire de la disparition de Napoléon. Patrice Guénifet est un historien qui a signé de nombreux ouvrages, tous salués par la critique, et notamment, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, une biographie monumentale qui s'appelait Bonaparte, publiée aux éditions Gallimard il y a quelques années, et qui plus récemment a écrit la préface d'un livre qui s'appelle Napoléon, entre l'éternité, l'océan et la nuit, que je vous présente ici. Il s'agit de la correspondance de Napoléon, un ensemble de lettres de Napoléon où on voit toute l'étendue de son talent. Vous savez bien sûr que Napoléon avait une plume tout à fait exceptionnelle. Il a écrit des lettres d'amour à Joséphine absolument brûlantes. Il s'est servi aussi des mots pour ses campagnes, pour motiver ses troupes. Et donc, Napoléon a un lien très fort avec les mots, avec la littérature. Et ce lien-là va avoir une incidence sur son parcours et sur l'action qu'il a eue pour notre pays. Je vous remercie infiniment d'être là. Nous sommes vraiment ravis que vous soyez encore fidèles au CUM après cette longue absence. Et je vous souhaite une très belle conférence. Bon, bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux d'inaugurer cette reprise des conférences. C'est vrai, après tant de mois d'interruption et d'arrêt de la vie, au fond. Et c'est une bonne chose que tout cela puisse reprendre. En principe, je devrais m'arrêter parce que Karine vient de vous dire l'essentiel, dont je pourrais très bien me dispenser de raconter la suite. Mais en effet, à l'occasion de ce bicentenaire de la disparition de Napoléon, je vais vous entretenir de l'écrivain. Moi, ce qui n'est pas en général habituel, ce n'est pas un sujet très couru parce que on traite davantage Napoléon chef de guerre, Napoléon chef d'État, Napoléon corse ou d'autres sujets, ou Napoléon général de la Révolution, ou Napoléon prisonnier de Sainte-Hélène. Mais Napoléon écrivain n'a jamais vraiment retenu l'attention des historiens, et il n'existe, à ma connaissance, que 2 ou 3 ouvrages qui, en 200 ans, ont été consacrés à cet aspect du personnage, sur son rapport tout à fait particulier à l'écriture. Voilà, je crois qu'on peut commencer par parler de la production littéraire de Napoléon et notamment de ses mémoires. Et je vous montrerai d'abord une illustration des adieux de Fontainebleau, parce que c'est en 1814 que pour la première fois, il a fait part de son intention d'écrire l'histoire de son règne. Alors, il a dit à ses soldats que s'il avait survécu aux événements, que s'il n'avait pas cherché la mort, si j'ai consenti à me survivre, leur a-t-il dit, c'est aussi parce qu'il croyait nécessaire de devoir écrire l'histoire qu'ils avaient écrite ensemble pendant tant d'années. Alors, il y a songé un petit peu à l'île d'Elbe, mais pas très longtemps, parce qu'à l'île d'Elbe, au fond, sa vie n'était pas terminée. Il savait bien, au fond de lui-même, qu'il ne resterait pas dans cette île, certes paradisiaque, mais bien étroite pour un homme comme lui, et qu'il y aurait une suite à cette aventure. Alors, l'idée lui est revenue, bien sûr, après Waterloo, et au moment de la seconde abdication, parce que là, il sait qu'il n'y aura pas de nouveau chapitre. Il sait que la captivité ou l'exil l'attendent et que sa carrière politique est terminée. Et donc, dès l'embarquement à l'île d'Aix sur le Northumberland, il a commencé à entretenir de son histoire ceux qui allaient l'accompagner, d'abord en Angleterre, puis jusqu'à Sainte-Hélène. Lascaz, un peu plus tard, se vantera d'avoir eu l'idée de l'écriture des mémoires et d'avoir incité Napoléon à commencer à dicter l'histoire de sa vie que Lascaz allait recueillir.
Bon, en fait, peu importe qui a eu l'initiative, il est probable que Napoléon, qui avait déjà eu cette idée, a retrouvé cette idée une fois, en effet, qu'il sortait de l'action et que venait pour lui le moment de repenser à tout ce qui s'était passé. Mais bref, sur le bateau, le Bellérophon qui emmène les prisonniers en direction de la captivité, eh bien, il commence à dicter ses mémoires aux généraux, aux compagnons de Sainte-Hélène, à ceux que Jean Tullard appellera les évangélistes de Sainte-Hélène, qui ont été chargés donc de recueillir les actes de l'épopée. Pendant plusieurs mois de 1815, la fin 1815 et une partie de 1816, quotidiennement, il s'est appliqué à l'écriture de ses mémoires, multipliant les dictées, relisant ce que ses copistes avaient transcrit, corrigeant de sa main, reprenant, consultant des documents, puisqu'il avait réussi à emmener un certain nombre d'ouvrages. Mais dans le courant de 1816, les dictées ont commencé à s'espacer, et puis elles ont cessé tout à fait. Il faut dire que le mal qui allait le tuer commençait à sérieusement l'affaiblir dès 1816, et que d'autre part, il était plongé en partie dans une profonde dépression qui le détournait du travail. Et ceux qui sont auprès de lui disent que souvent, il passe des journées sans prononcer une parole, sans rien faire, restant sur son lit ou se traînant à la table pour déjeuner, puis ensuite se retirant sans goût pour la conversation, sans goût pour la lecture et évidemment sans goût pour l'écriture. Alors, il a laissé un monument inachevé que vous voyez ici, c'est l'édition originale en 6 volumes. Il a laissé un monument inachevé qui comprend Toulon, les campagnes d'Italie et d'Égypte, Brumaire, puis un sceau de 15 ans qui conduit aux 100 jours et à Waterloo. Entre le début du consulat et le séjour à l'île d'Elbe, c'est-à-dire toute la période consulaire et impériale, il a laissé un trou béant, pas un mot sur ces années de gloire. Ces mémoires ont eu assez peu de lecteurs. D'abord parce qu'ils sont restés inachevés. Mais il y a une autre raison, et qui nous amène au sujet de Napoléon écrivain, c'est que ces mémoires se voulaient des mémoires d'État, avec une majuscule. Donc il devait relater les grands faits du général et de l'empereur et laisser de côté tout ce qui était personnel, tout ce qui était anecdotique, tout ce qui était pittoresque. Et dans ces mémoires, quand on les lit aujourd'hui, eh bien Napoléon, pour ainsi dire, n'y est pas. Il parle de lui, bien sûr, à la 3e personne, l'empereur a dit, l'empereur a fait, mais l'homme n'est pas là. Bref, ce qui est absent de ces mémoires, c'est précisément ce qui intéressait l'opinion publique après la mort de Napoléon, quand ces volumes ont été publiés en France en 1823. Et les gens, 8 ans après la disparition de Napoléon, en tout cas son départ hors de France, étaient curieux de retrouver le personnage, d'avoir des détails sur sa vie, de connaître un peu les coulisses des événements, d'avoir des portraits des principaux acteurs. Et dans ces mémoires, on ne trouve rien de tout cela, même si, bien sûr, la qualité de l'écriture a eu de grands admirateurs. Je pense à Thiers en particulier et à quelques autres, à Stendhal, qui considéraient ces mémoires comme l'une des grandes œuvres de la littérature française. Et je pense en particulier aux premières lignes du chapitre sur Brumaire que voici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le texte. Je vais vous le lire en même temps. « Lorsqu'une déplorable faiblesse et une versatilité sans fin se manifestent dans les conseils du pouvoir, lorsque, cédant tour à tour à l'influence des partis contraires et vivant au jour le jour, sans plan fixe, sans marche assurée, le gouvernement a donné la mesure de son insuffisance et que les citoyens les plus modérés sont forcés de convenir que l'État n'est plus gouverné. Lorsque, enfin, à sa nullité au-dedans,
l'administration joint le tort le plus grave qu'elle puisse avoir. Je veux dire l'avilissement au dehors. Alors, une inquiétude vague se répand dans la société, le besoin de sa conservation l'agite, et promenant sur elle-même ses regards, la société semble chercher un homme qui puisse la sauver. Ce génie tutélaire, une nation nombreuse, le renferme toujours dans son sein. Mais quelquefois, il tarde à paraître. En effet, il ne suffit pas qu'il existe, il faut qu'il soit connu. Il faut qu'il se connaisse lui-même. Que ce sauveur impatiemment attendu donne tout à coup un signe d'existence. Alors l'instinct national le devine et l'appelle, les obstacles s'aplanissent devant lui, et tout un grand peuple volant sur son passage semble dire « le voilà ». Bon, c'est une évocation assez juste de ce qui s'était passé après son retour d'Égypte et lors de sa remontée vers Paris, puis de la prise du pouvoir le 18 et 19 Brumaire, dans un style qui est un style du grand siècle. Et on sent que là, il modèle son style sur les grands modèles du XVIIe siècle, de la grande littérature, de Bossuet, etc. C'est d'ailleurs du reste la raison pour laquelle on a dit que ces mémoires étaient au fond un peu guindées, un peu boursouflées, un peu trop travaillées, trop inspirées par une volonté d'imitation des grands auteurs. Bref, qu'on n'y retrouvait pas le style fulgurant qui avait été celui des lettres et des proclamations de Napoléon. Donc un monument grandiose, mais un monument froid, et qui ne rend pas justice à l'âme passionnée qui était celle de cet homme. Et si on ne connaissait Napoléon qu'à travers ses mémoires, publiées en 1823, eh bien on pourrait dire, Madame de Staël avait raison, lorsqu'elle disait de l'âme de Napoléon qu'elle était un grand désert glacé, que nulle émotion et nul sentiment n'avait jamais traversé. Et Napoléon lui-même le sentait, parce qu'il s'est beaucoup plaint de la rédaction de ses copies, de la manière dont il transcrivait ses propos, en disant « je vais envoyer tout ça à Vincent Arnaud, qui était un auteur de tragédie à Paris, et il va me reprendre tout ça, parce que vous ne trouvez pas le ton. » Et sans doute, il sentait qu'il n'avait pas trouvé le ton juste dans ses mémoires. Mais laissons là ces mémoires aujourd'hui oubliées. Ils ont été réédités récemment par Talandier grâce à Thierry Lenz. Mais laissons-les de côté pour nous tourner vers le vrai chef-d'œuvre de la captivité, qui est le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz. Parce que là, Lascaz a recueilli les propos à bâton rompu de Napoléon. Il a relaté toutes les petites péripéties de cette existence recluse et aussi le combat de chaque instant contre les Anglais et contre Hudson Law, et cela jusqu'à la fin de 1816, date à laquelle Lascaz a été expulsé de l'île. Et la qualité du mémorial, et ce qui a fait son immense succès, parce que c'est devenu instantanément l'un des best-sellers du XIXe siècle, ça tient pour beaucoup à son caractère totalement décousu, au saut sans transition dans l'espace et dans le temps, au fait que Napoléon semble explorer sa vie comme si elle était un labyrinthe, une vie foisonnante, incroyable, extraordinaire, qui ne peut rentrer dans aucun cadre, même chronologique. Et Lascaz a eu le génie, et c'est ça son génie, de laisser le désordre des souvenirs prendre possession du texte. Si bien que les gens qui ouvraient le mémorial de Sainte-Hélène avaient l'impression, et ont toujours l'impression, d'entendre la voix de Napoléon. Refiguré, bien sûr, puisqu'on n'entend pas sa voix, mais en le lisant, on a l'impression que c'est lui qui parle à travers la plume de Lascaz. En plus, Lascaz a peint le Napoléon que la France des années 1820, le livre est paru lui aussi en 1823, que la France des années 1820 était prête à accueillir, c'est-à-dire le petit caporal, l'héritier de la Révolution, le champion des idées libérales, le Napoléon du peuple, qu'on allait retrouver dans l'œuvre de Balzac ensuite. Et le Lascaz est devenu une sorte d'évangile du libéralisme
et de la nostalgie impériale en même temps. Et il y a d'ailleurs une anecdote tout à fait parlante dans Julien Sorel. Julien Sorel dans Stendhal. Et donc on pense à Julien Sorel, je cite la phrase de Stendhal, « Regardant dans Le Rouge et le Noir, regardant tristement le ruisseau où était tombé son livre, c'était celui de tous qu'il affectionnait le plus, le mémorial de Sainte-Hélène. » C'est un peu comme s'il avait laissé tomber Napoléon dans le caniveau. Et ce qui est tout à fait étrange et extraordinaire avec ce livre, le mémorial, c'est que la création de Las a dévoré le créateur. Et Las c'est devenu un nom générique pour désigner un livre dont tout le monde pense spontanément que son auteur est Napoléon. Et effectivement, c'est le grand chef-d'œuvre de la captivité. Écrire. Alors, deux choses ont occupé une grande place dans cette vie extraordinaire, l'écriture d'un côté, la lecture de l'autre. Et cela du début, de la jeunesse, de l'adolescence, jusqu'à la fin. Histoire, philosophie, romans, politique, religion. Un inventaire de la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène recense 3583 volumes qui lui sont arrivés petit à petit parce qu'il avait demandé à ce qu'on lui fasse venir la bibliothèque des Tuileries, etc. Donc tout ça est arrivé dans le courant de 1816. Et tant qu'il a été au pouvoir, il a veillé à avoir une bibliothèque dans chacun de ses palais. Ici, celle de Fontainebleau. Et lorsqu'il partait en campagne, presque chaque année à une époque, il veillait personnellement à la composition de la bibliothèque portative qu'il emporterait. Il dressait lui-même la liste des ouvrages qu'il souhaitait avoir avec lui en les classant par genre. Et en 1808, il a ajouté à cela une disposition, c'est que cette bibliothèque portative devait toujours contenir au moins 1000 volumes et tous au format IN12. Alors vous savez, format IN12, c'est des petits livres comme ça, c'est l'un des plus petits formats qui existent, mais imprimés en beaux caractères afin que je ne me fatigue pas les yeux, disait-il. L'année suivante, en 1809, il a fait fabriquer des petits coffrets, en forme de livres d'ailleurs, qui étaient destinés à ranger les uns à côté des autres comme dans une bibliothèque, et dont chacun contenait, vous le voyez, un certain nombre de petits IN12 qui lui permettaient donc d'avoir à portée de la main tout ce qu'il aimait. Donc il y avait des ouvrages scientifiques, des romans, des ouvrages d'histoire, des livres de politique, des livres consacrés plus spécialement au pays où il allait guerroyer. Par exemple, lorsqu'il est parti en Égypte, ce qui prouve que ça a commencé très tôt, il avait emmené toute une bibliothèque religieuse, à la fois sur les origines du christianisme, sur le judaïsme et sur l'islam, puisqu'il s'en allait en terre d'islam. Chaque moment de liberté ou d'inactivité, d'inoccupation était consacré à la lecture. Alors on sait qu'au lever, la première chose, c'était de lire les journaux du jour, de les regarder. Il ne les lisait pas en détail parce qu'il disait de toute façon, je sais ce qu'il y a dedans parce que j'en ai écrit une partie pendant la nuit précédente. Et puis ensuite, il prenait un roman et si le roman ne lui plaisait pas, il en lisait 3-4 pages. Il lisait très rarement un livre en entier. Il le jetait dans la cheminée. Même chose en voiture, nous dira l'un de ses secrétaires, quand un livre lui déplaisait, il le jetait par la portière. Voilà. C'était non seulement un grand lecteur, mais c'était un bon lecteur, comme l'étaient les gens de ce temps, de cette époque. Et en témoignent les nombreuses conversations recueillies à Sainte-Hélène, où il a souvent un point de vue pénétrant, original. Et peut-être l'un des meilleurs exemples se trouve dans le précis qu'il a dicté, le précis des guerres de Jules César, qu'il a dicté après avoir relu le livre de César sur la guerre des Gaules. Et alors que tout le monde célébrait la bravoure des Gaulois et celle de Vercingétorix, en affirmant qu'ils avaient opposé à l'envahisseur une résistance si opiniâtre qu'il avait fallu des années à César pour venir à bout des Gaules.
Et Napoléon dit tout ce qu'on dit là-dessus est absolument faux, et on en a la preuve quand on lit César. L'étonnant, ce n'est pas que les Gaulois aient été finalement vaincus, c'est qu'ils n'aient pas été vaincus plus tôt. Et il dit la raison, ce n'est pas que c'était de bons guerriers, c'est que César retenait volontairement ses légions. César avait besoin de nombreuses victoires pour son capital, pour nourrir son capital politique, et il a fait délibérément traîner la guerre des Gaules en attendant le moment qui lui permettrait de rentrer activement dans le jeu politique à Rome, et si bien que les Gaulois ont été un peu les instruments de l'ascension de César. Mais par eux-mêmes, ils étaient si inférieurs dans l'art militaire, dans l'art tactique, que les Romains n'avaient pas beaucoup à s'en faire sur le danger que leur faisait peser cet ennemi très inférieur. Et il a cette phrase, Napoléon, il dit « Aussi, si la gloire de César n'était fondée que sur la conquête des Gaules, alors cette gloire serait bien peu de choses. » Fin de citation. Pour autant, on ne peut pas dire que ces lectures lui ont permis d'acquérir une vaste culture. C'est une culture de surface. Il a des notions sur tout, mais il n'a de notions approfondies sur rien. Ce que laisse deviner le fait qu'il sautait en permanence d'un livre à l'autre, d'une matière à l'autre, sans suivre le moindre ordre. Et je vous ai mis une photo de ce à quoi devait ressembler l'intérieur de la tête de Napoléon. Voilà. C'est-à-dire des connaissances dans tous les domaines, mais pas d'ordre. Et c'est pour ça aussi que Lascaz est précieux, parce que c'est le désordre de la tête de Napoléon qui ressort. Mais il avait quelque chose de plus précieux qu'un vaste savoir approfondi, comme peut l'avoir un érudit ou autre. D'abord, une mémoire extraordinaire. Quand il a lu quelque chose, même si ce n'est pas la totalité d'un livre, ça reste gravé. Deuxièmement, la faculté d'assimiler et d'apprendre très vite. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de passer 8 jours pour comprendre un sujet. Et tous ceux qui le conseilleront, notamment dans les matières juridiques, le diront. Il apprenait extraordinairement vite. Et enfin, un jugement juste. Parce qu'on peut avoir un vaste savoir et ne pas avoir de jugement. D'ailleurs, il suffit d'allumer votre télévision et on invite toujours toutes sortes de philosophes et autres. Vous voyez qu'ils ont un vaste savoir, mais ils n'ont pas de jugement. Parce que les deux choses ne sont pas corrélées. Donc, il a un jugement qui rarement s'égare, même dans les domaines dont il est peu familier. C'est-à-dire que même lorsqu'il discute avec des gens qui sont beaucoup plus savants que lui, et au Conseil d'État, c'est toujours le cas. Ils sont tous toujours plus savants que lui dans tous les domaines. Mais néanmoins, il trouve toujours l'objection pertinente à leur faire. Il trouve toujours le point faible de leur raisonnement. Ce qui prouve que ce désordre dans sa tête, néanmoins, n'était pas synonyme de chaos intellectuel ou d'absence de pertinence. Les deux allaient ensemble parce que les deux sont des choses différentes. Alors la lecture a rempli ses années de jeunesse. Il a un beau passage là-dessus, dans une conversation. Il dit « Lorsque, à force d'abstinence, j'avais amassé 2 écus de 6 livres, je m'acheminais avec une joie d'enfant vers la boutique d'un libraire qui demeurait près de l'évêché de Valence. Souvent, j'allais visiter ses rayons avec le péché d'envie. Je convoitais longtemps avant que ma bourse me permît d'acheter. Telles ont été les joies et les débauches de ma jeunesse. » Forcément, il n'y avait pas de téléphone portable encore, donc il lisait. Donc il lisait de l'histoire ancienne, de là il passait à des livres à la mode comme l'histoire philosophique des 2 Indes de l'abbé Raynal, ensuite il replongeait dans une histoire de l'Angleterre, ensuite il passait à Frédéric II, il passait à des histoires du gouvernement de Louis XV, puis un pamphlet du jour, celui sur les lettres de cachet de Mirabeau, et enfin il s'attaquait à l'histoire naturelle de Buffon, une histoire des Arabes de l'abbé de Marigny, ensuite un livre sur le gouvernement de Venise, et puis
la géographie de la Croix, qui était le grand livre de géographie de l'époque. Et sur l'exemplaire qu'il avait duquel, il a souligné ces mots « Sainte-Hélène, petite île ». Ça ne s'invente pas. Donc s'il lisait sans ordre, au hasard de ses découvertes, de ce qu'il avait les moyens d'acheter aussi, il ne lisait pas sans méthode. Il lisait comme on le faisait à cette époque, et j'ai vu ça dans les papiers des révolutionnaires contemporains de Napoléon, tous faisaient la même chose. Il lisait la plume à la main, c'est-à-dire qu'il recopiait énormément de passages, de pages, des livres qu'il lisait, et c'est ainsi en fait qu'on mémorise. Parce que si vous lisez comme là sur un écran, vous ne mémorisez jamais rien. C'est uniquement en recopiant et en prenant des notes que l'on mémorise. Et il a couvert des centaines de pages de son écriture minuscule et indéchiffrable, du moins des centaines de pages qui sont venues jusqu'à nous, car très probablement il y en eut beaucoup d'autres. Chateaubriand, avec un peu de méchanceté, dira « c'était ces fatras juvéniles ». Il n'y a rien à tirer de ces petits récits qu'il écrivait, inspirés par ses lectures. Et en fait, on n'en retient qu'un, le masque prophète. Voici une illustration de combat au temps de la conquête musulmane qu'il a écrit à l'âge de 20 ans en 1789, qui est une belle histoire d'ailleurs, qui montre que le jeune homme avait une vraie imagination. Et voici en 2 mots cette histoire. C'est un imposteur qui s'appelle Hakem, qui se dit investi d'une mission par le prophète, qui lève une armée de partisans qu'il fanatise grâce à son éloquence. Hakem va ainsi de succès en succès jusqu'au jour où il est frappé, atteint d'une terrible maladie qui le défigure, qui le rend aveugle. Et alors il craint que son châtiment, que son infortune plutôt, passe pour un châtiment divin. Et il s'affuble alors d'un masque d'argent, nous dit le jeune Bonaparte, affirmant le porter pour empêcher les hommes d'être éblouis par la lumière qui sortait de sa figure. Allusion, vous savez, au vieux mythe assyrien qu'on ne pouvait pas regarder le roi en face parce que sinon on était aveuglé et on perdait la vue. Peu après, l'armée d'Hakem est battue. Il fait alors creuser autour de son camp un fossé rempli de chaux vives. La nuit venue, il fait boire à son armée du vin empoisonné. Il jette les corps de ses soldats dans la chaux vive et il s'y précipite lui-même en dernier pour que jamais on ne puisse l'identifier. Et son imposture est à jamais dissimulée et il a gagné d'une certaine façon parce que, nous dit Napoléon, la croyance se répand bientôt qu'avec les siens, il a été enlevé au ciel. Voilà, c'est le genre de petit conte qu'écrit Napoléon. Et on voit souvent dans ce texte de jeunesse, avant qu'il soit entré dans l'histoire, avant qu'il ait fait quoi que ce soit, l'expression de ce qui sera une des passions maîtresses, la passion de la gloire, la passion de l'action, la passion de l'immortalité, et qu'il exprimera bien plus tard avec une phrase magnifique dans une lettre à un général qui refusait ou qui rechignait à appliquer les ordres. Voici ce qu'il lui dit : « La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. » Bon. Il n'y a pas 36 personnes qui sont capables d'écrire une phrase pareille à celle-là, hein. Donc c'est une phrase d'écrivain. Alors, comme beaucoup de jeunes gens de sa génération, c'était un noircisseur de papier. Effectivement, il écrivait des petits contes, des nouvelles, des traités philosophiques. Tous les gens de sa génération ont rêvé de la gloire littéraire et se sont vus comme les futurs Rousseau et les futurs Voltaire de leur génération. Mais Napoléon, en fait, accordait assez peu de prix à ces tentatives, et lorsqu'un jour Talleyrand lui a présenté une copie d'un discours sur le bonheur composé en 1791 qu'il avait retrouvé, Napoléon la lui a arraché des mains et jeté dans la cheminée. La Révolution arrive. En 89, quand la Révolution éclate, Bonaparte est occupé de lettres sur la Corse, où il se propose de retracer l'histoire de son île natale.
Il faut dire qu'à ce moment, il est devenu un farouche indépendantiste corse qui ne rêve que d'une chose, qui est de chasser les Français. Il va d'ailleurs le faire d'Ajaccio en 1792 et de reconquérir l'indépendance de l'île en la séparant de la domination française. C'est un personnage bizarre à ce moment-là, à 20 ans, 22 ans, parce que d'un côté, il est très fier de porter l'uniforme d'officier du roi de France, et de l'autre côté, il écrit ce genre de passage en rêvant d'un destin à la Paoli. « J'ai juré sur mon autel de ne plus pardonner à aucun Français. Il y a quelques années, c'est une petite nouvelle, que j'ai vu périr 2 bâtiments de cette nation, la France. Quelques bons nageurs, parmi les passagers, se sauvèrent dans l'île, mais nous leur donnâmes la mort. Après les avoir secourus comme hommes, nous les tuâmes comme Français. » Fin de citation. Alors il avait commencé cette histoire de la Corse à la gloire de la Corse, bien sûr, et dont le préambule était consacré à une dénonciation de la domination française. Et il avait montré le début de son manuscrit à l'un de ses anciens professeurs qui lui avait répondu un petit mot en lui disant que ce qu'il avait écrit sentait le jeune homme. Ce qui voulait dire que tout était à refaire. Alors Bonaparte a sans doute prêté moins d'attention aux critiques qu'aux compliments d'usage, lesquels confortaient la mission dont il se croyait investi, révéler aux Corses leur propre histoire à un moment très important qui était 1789, ce qui se passait sur le continent. Et pour lui, la Révolution, ça signifiait 2 choses. D'abord, le gouvernement français allait être si occupé par ce qui se passait dans la métropole, sur le continent, qu'il détournerait son regard de la Corse, qu'il n'aurait plus le temps de s'occuper de la Corse, ce qui pouvait être une chance pour l'indépendance de la Corse. Ensuite, la deuxième chose, deuxième effet de la Révolution, c'est que la France allait peut-être par chance être tellement affaiblie, dégradée par la Révolution, que les Corses auraient l'opportunité d'arracher leur liberté et de proclamer leur indépendance. Donc indépendance qui avait été abolie en 1769, l'année même de sa naissance, par le rattachement de l'île au royaume de France. Et donc dès lors, il était convaincu, et il l'a été jusqu'en 1792, que le moment approchait où les Corses, qui avaient été 20 ans plus tôt libres sous la direction de Paoli, pourraient une nouvelle fois secouer le joug français et peut-être redevenir libres sous la direction de Bonaparte ou de quelqu'un de son entourage ou de son parti. Avec les événements, ce projet purement littéraire au départ d'une histoire de la Corse prenait un tour politique. Paoli venait de rentrer, voici un magnifique portrait de Paoli. Paoli venait de regagner la Corse, revenir de son exil anglais. Et Napoléon était très soucieux d'attirer l'attention de Paoli, d'entrer dans les bonnes grâces de Paoli, si bien que cette histoire de la Corse est devenue un moyen d'encenser Paoli. C'est devenu un livre à la gloire de Paoli, en espérant que Paoli allait daigner jeter un œil favorable sur le jeune homme. Bonaparte lui a écrit, Paoli n'a pas répondu, ou lui a répondu d'une manière très froide. Il n'aimait pas Napoléon, il n'aimait pas les frères Bonaparte, il détestait le père Bonaparte qui était mort depuis quelques années, parce que Paoli, qui était lui un vrai Corse, avait la mémoire longue, et donc il n'avait pas oublié que le père Bonaparte, après avoir été de ses lieutenants, l'avait abandonné le lendemain même de la défaite des armées paolistes pour aller faire sa cour aux représentants du roi de France. Et donc Paoli ne pardonnait pas, et quand on lui disait les Bonaparte, il disait « ils sentent un peu trop les parfums du continent ». Bref, ce ne sont pas des bons Corses, ce ne sont pas des vrais Corses. Aucune confiance à leur accorder. Et lorsque Bonaparte lui a soumis une dernière fois son manuscrit, Paoli lui a répondu vertement, sèchement, « L'histoire ne s'écrit pas dans les années de jeunesse, jeune homme. »
fin de non-recevoir. Cette fois, Bonaparte a senti que c'en était fini de ses rêves politico-littéraires, et le 7 août 1792, 3 jours avant la chute de la monarchie, il est à Paris, il écrit à Joseph que les événements, le tourbillon des événements se précipitant, il écrit ceci: « Je renonce à la petite ambition d'être auteur ». Fin de sa carrière littéraire. Toutefois, il va faire un dernier essai littéraire en 1795, 3 ans plus tard, donc après Thermidor, à un moment où il est sans emploi, sans affectation, sans poste. Il a été mis en prison quelques jours après la chute de Robespierre. Donc il est mal en cour auprès des thermidoriens qui le tiennent pour un petit officier robespierriste intrigant. Et il végète à Paris en essayant de trouver un emploi, d'obtenir une mission. Son rêve, ça serait de devenir conseiller militaire en Turquie. Bref, de trouver un avenir. Et il est persuadé qu'il n'a plus d'avenir. On l'avait cruellement d'ailleurs affecté en Vendée et dans l'infanterie. Vous savez que les artilleurs n'ont aucune estime pour les gens de l'infanterie. Pour lui, c'est une insulte. En plus, en Vendée, aller faire la guerre civile. Et comme il écrit à son frère, il n'y a aucune gloire à gagner dans ce genre de combat. Donc il préfère mourir à peu près de faim. Il subsiste grâce à son futur secrétaire Bourrienne qui lui assure le couvert et le gîte. Mais bref, une situation difficile. Mais alors, il écrit, c'est l'époque de son idylle avec Désiré Clary, où il lui donne des conseils de lecture, des conseils de solfège, etc. Ils échangent une correspondance. Et voici le petit roman qu'il écrit, Clisson et Eugénie, qui a été récemment redécouvert et réédité. Il était resté inédit. C'est un texte assez charmant et c'est une jolie histoire. C'est son histoire transposée avec Désiré Clary. Alors c'est inspiré par cette idylle. Dans le livre, le mari est beaucoup plus amoureux de sa femme que lui-même ne l'était de Désiré. Et elle est un peu moins amoureuse de son mari que ne l'était Désiré de lui. Parce que Désiré, vous savez, toute la journée, au lieu de faire du solfège dans son cahier de musique, elle écrivait Napoléon, 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 Napoléon sur la partition. Mais comme vous savez, Désiré Clary était déjà probablement dérangée. Elle le sera toute sa vie, même après qu'elle soit devenue reine de Suède. Il y a une anecdote drôle. Elle revient à Paris sous la Restauration et le Premier ministre est le duc de Richelieu, un lointain parent du fameux Richelieu. Et le duc de Richelieu n'est absolument pas porté sur les dames. Et alors, Désiré Clary est tombée amoureuse folle de lui, quoique étant mariée à Bernadotte, et elle lui fait une cour indécente, c'est-à-dire qu'elle le poursuit partout. Richelieu ne peut pas sortir de son hôtel particulier sans qu'elle soit devant la porte. Et il en était, le pauvre homme, absolument terrorisé que cette harpie le poursuive de cette façon. Alors, ce Clisson et Eugénie, qui a des belles pages. Parfois, ça ressemble à des pages de Tolstoï dans L'amour conjugal. Et là aussi, il y a quelque chose de profondément vrai de Bonaparte. C'est-à-dire que là, l'histoire, c'est le héros rêve d'une vie conjugale avec sa femme, dans leur chaumière, avec leurs enfants, avec les moutons qu'ils élèvent autour, et les vaches, etc. Bref, une vie champêtre, familiale et bourgeoise. Et Napoléon, toute sa vie, il aura cette envie d'un bonheur bourgeois, d'une vie tranquille, d'une vie de couple, d'une vie familiale, c'est-à-dire d'une vie dont il sait très bien qu'il ne la connaîtra jamais et qu'elle n'est pas pour lui. Et d'ailleurs, dans Clisson et Eugénie, à la fin, le héros est appelé à la guerre et meurt à la guerre. Donc c'est un assez bon portrait, un assez bon autoportrait psychologique de Napoléon. Après ça, c'est fini. Car là, l'histoire l'attrape, l'emporte et ne va plus le lâcher. Coup sur coup, il réprime une émeute royaliste à Paris.
il rencontre Joséphine et connaît pour la première et la dernière fois de sa vie l'amour fou. Il prend le commandement de la division militaire de Paris et devient un personnage avec un hôtel particulier place Vendôme. Il se marie et il se voit nommé dans la foulée à la tête de l'armée d'Italie. Donc en l'espace de 4 mois, sa vie a été bouleversée et son destin totalement changé. Dès lors, écrire, ça appartient au passé, ça appartient à la première partie de sa vie. Et paradoxalement, c'est au moment où l'idée d'une carrière littéraire, entre guillemets, s'estompe, disparaît, que l'écriture, pour lui, va commencer. Et que cet homme qui a décidé de ne plus écrire va devenir écrivain. Alors, ce n'est pas aussi brutal. La transition se fait peu à peu. On voit que 2 auteurs coexistent en lui à partir de Toulon. D'un côté, il y a l'imitateur de Rousseau, de Bernardin de Saint-Pierre, qu'on voit encore dans Clisson et Eugénie, qui est un auteur un peu filandreux, sentimental, un peu délayé, un peu empoulé. Et puis de l'autre côté, il y a celui qui écrit ou qui dicte des ordres, des correspondances, des rapports envoyés à la Convention. Et là, ce qui domine, c'est la clarté, la précision, la phrase rapide et brève, le laconisme aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots inutiles. Alors, il y a d'un côté un écrivain très XVIIIe siècle qui délaye, à la Bernardin de Saint-Pierre, et puis d'un autre côté, il y a déjà ce que va être Napoléon, c'est-à-dire l'homme à la phrase brève et lapidaire. Et Napoléon va vraiment naître comme écrivain lorsque la partie 18e de son talent va s'épuiser et s'éteindre. Parce que là, il ne restera plus que l'homme qui s'est formé à l'écriture dans la guerre. Écriture. Écriture veut dire, dans son cas, dictée. C'est probablement dans ces années-là, autour de 94-95, que, sauf pour ce petit roman dont j'ai parlé, il a cessé d'écrire. Et son premier secrétaire a été Junot, le futur général Junot, qui était avec lui à Toulon. Il lui arrive encore d'écrire quelques lettres privées. Même les lettres à Joséphine ne sont pas toutes de sa main. C'est-à-dire que même les lettres d'amour, il en a dicté un certain nombre. Mais pour les affaires courantes, il perdait très vite patience parce qu'il disait « ma main ralentit le mouvement de ma pensée ». Donc je préfère dicter parce que dans ce cas-là, ce que je dis est en accord avec le mouvement de ma pensée. On a dit que son orthographe était déplorable, comme vous le savez, et que son français était truffé d'erreurs. Voici par exemple quelques erreurs qu'il commet. Par exemple, il dit point fulminant pour point culminant, île philippique pour les Philippines, les rentes voyagères pour les rentes viagères, l'armistice pour l'amnistie, ça c'est un peu plus embêtant, et Dusekling, ça il l'a écrit pour Thucydide. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il fait beaucoup de fautes. Il a appris le français très rapidement étant jeune. Il a eu 3 mois pour apprendre le français à Autun. C'est très peu de temps. Donc probablement, il lui est resté des italianismes, des confusions de mots. En même temps, il peut écrire une page sans faire une seule faute de syntaxe ou d'orthographe. Il faisait sans doute des fautes d'orthographe, mais pas plus que ses contemporains. Vous savez que l'orthographe n'est pas encore tout à fait fixée à cette époque. Et beaucoup de gens, Rousseau, la correspondance de Rousseau est truffée de fautes d'orthographe. J'avais beaucoup étudié un révolutionnaire nommé Barnave, qui était un avocat tout à fait savant, tout à fait intelligent. Il y a beaucoup de fautes. Robespierre fait un peu moins de fautes que la moyenne. Mais dans l'ensemble, l'éducation, vous savez, des collèges, on se plaint de l'éducation des collèges aujourd'hui à juste titre, mais à l'époque, ce n'était pas fameux non plus. Et notamment, mais la différence, c'est qu'à l'époque, comme disait un contemporain, le collège donnait envie d'apprendre ensuite. Voilà, il donnait le goût d'apprendre.
Aujourd'hui, il ne donne pas le coup d'apprendre et il n'apprend rien. Mais du coup, les gens avaient beaucoup de déficiences dans le domaine de l'orthographe. Louis XVI faisait pas mal de fautes d'orthographe. Menneval dit, s'il faut s'étonner de quelque chose, c'est plutôt d'autre chose, c'est qu'on ne trouve pas d'italien sous sa plume. Il n'a jamais écrit qu'en français, alors que l'italien, le toscan, était sa langue, ou le génois, sa langue maternelle. Et voici l'unique phrase que l'on trouve écrite par lui en italien, qui est un billet adressé à sa mère au moment où les paolistes ont prononcé l'arrêt de proscription des Bonaparte, et il lui dit « Préparez-vous, ce pays n'est plus pour nous ». La Corse, en 1780. Voilà, c'est l'unique ligne en italien que l'on possède de Napoléon. Le vrai problème, ce n'est pas ce qu'il gribouillait. Voici par exemple un exemple d'écriture de Napoléon. Pas facile à déchiffrer. Donc le problème, ce n'est pas qu'il gribouille quand il écrit, ou qu'il fasse des fautes d'orthographe, tout le monde en fait, même les gens les plus savants. C'est, comme je l'ai dit, qu'écrire ralentit le mouvement de sa pensée. Et puis, s'il avait écrit lui-même, ça ne lui aurait pas permis de dicter plusieurs lettres et rapports en même temps, simultanément. Et en cela, c'est une ressemblance qu'il a avec Jules César. Jules César pouvait dicter 7 lettres en même temps, à 7 secrétaires différents. Et Napoléon lui-même peut dicter plusieurs lettres en même temps à plusieurs secrétaires assis autour de lui, et donc il passe d'un sujet à l'autre, exactement comme il fera dans la conversation à Sainte-Hélène, c'est-à-dire qu'il a l'esprit d'escalier, donc il dicte une phrase ici, puis une phrase là, sans jamais perdre le fil de son propos pour chacun de ses interlocuteurs. Je serais bien incapable de faire une chose pareille. Il disait, ma tête est une armoire avec des tiroirs, et à volonté, j'ouvre un tiroir, je le ferme pour ouvrir un autre, et ainsi de suite. Bref, il avait inventé l'ordinateur avant tout le monde, d'une certaine façon. Il avait une barrette de mémoire dans la tête. C'était très compliqué de prendre la dictée, parce que quand il parlait, il ne s'adressait à personne, c'était un tête-à-tête entre lui et lui. Et gare à celui qui l'aurait interrompu pour lui demander de répéter ou de parler un peu moins vite ou de prononcer un mot qu'il n'avait pas compris. Et le propre du travail du secrétaire, c'était de ne pas se laisser déborder, de ne pas perdre le fil. Et voici ce que dit Fin, qui sera son secrétaire. « Tout l'art était d'abandonner du blanc à propos, pour rester constamment dans le fil du discours. On remplissait ensuite les blancs quand la presse était passée et la liaison des idées aidait à se retrouver. Mais il fallait avoir l'intelligence de ce dont il s'agissait. C'était indispensable pour remédier aux malentendus et traduire avec netteté une parole qui était souvent très vague et fautive. » Fin de citation. Alors, certaines de ces dictées sont très célèbres. Le décret qui organise la Comédie Française, dicté à Moscou en pleine campagne de Russie en 1812. Les directives qui réorganisent l'armée d'Allemagne en 1809 avant Wagram. Et puis, surtout, c'est sans doute la dictée la plus connue, le plan de la campagne de 1805, que Napoléon aurait dicté d'un trait à Daru pendant 6 heures d'affilée. Daru avouera qu'après ça, il était épuisé. On sait que d'ailleurs les secrétaires étaient épuisés. On a le témoignage, Menneval dit que parfois il était obligé de s'allonger sur le sol quand c'était terminé pour reprendre son souffle. Et on sait que Napoléon était un homme sympathique dans le privé, ce qui n'était pas toujours en politique, bien sûr. Et quand il faisait venir ses secrétaires à 3 heures du matin pour la correspondance de la nuit, après, il leur faisait servir des sorbets. Et on parlait tranquillement en mangeant des sorbets avant que tout le monde retourne dormir 1 heure ou 2, avant que la sonnette tinte une nouvelle fois. Des historiens chagrins ont contesté la paternité de Napoléon et donc dit que cette œuvre imposante n'était pas vraiment... Voici Napoléon en train de dicter, j'ai oublié de vous le montrer. On dit que
que l'œuvre n'était pas due à Napoléon, mais que l'œuvre était plutôt celle des copistes que de celui qui dictait, car, comme l'a expliqué Fin, au fond, les copistes n'avaient le temps que de noter des mots, laisser des blancs, et ensuite remplir les blancs, de manière à faire un texte cohérent et continu. Napoléon souvent relisait, mais pas toujours. Et donc, qui était l'auteur? Voici comme Chateaubriand pose la question. La correspondance, dit-il, est une compilation, où le pour et le contre se succèdent, où chaque opinion trouve une autorité favorable et une réfutation péremptoire, où il est difficile de démêler ce qui appartient à Napoléon de ce qui appartient à ses secrétaires. Il est probable qu'il avait une opinion différente pour chacun d'eux, afin que les lecteurs puissent choisir selon leur goût et se créer dans l'avenir des Napoléons à leur guise. N'oublions pas que Chateaubriand réglait un compte avec Napoléon dans ses mémoires d'outre-tombe, car les idées, les formules, le style même sont effectivement les idées, les formules et le style de Napoléon. Ce ne sont pas ses secrétaires qui, en brodant sur la dictée, y inséraient des phrases, des formules poétiques, des échappées qui tranchent avec le style de Napoléon. Ça prouve que les secrétaires avaient vraiment pris la dictée. Et par exemple, ce billet qu'il dicte et qui est adressé à Joséphine en 1804 depuis le camp de Boulogne, où il prépare l'invasion de l'Angleterre, voici ce texte. « Le vent ayant beaucoup fraîchi cette nuit, une de nos canonnières qui était en rade a chassé et s'est engagée sur des roches à une lieue de Boulogne. J'ai tout cru perdu, corps et biens, mais nous sommes parvenus à tout sauver. Ce spectacle était grand. Des coups de canon d'alarme, le rivage couvert de feu, la mer en fureur et mugissante, toute la nuit dans l'anxiété de sauver ou de voir périr ces malheureux, l'âme était entre l'éternité, l'océan et la nuit. » Magnifique passage. Et c'est un texte pré-romantique d'une certaine façon. C'est un texte dont Chateaubriand aurait été très fier s'il l'avait écrit. Chateaubriand en a écrit des centaines dans cette veine-là. Mais c'est un texte dans cette veine romantique qui est aussi présente chez Napoléon. Il y a eu la veine rousseauiste du XVIIIe qui s'est épuisée heureusement. La veine, on pourrait dire, César qui transparaît dans les écrits militaires. Et puis cette veine, la sensibilité romantique, qui d'ailleurs s'exprime dans autre chose qu'il est très important de comprendre, et en plus c'est pittoresque pour comprendre le style de Napoléon, c'est Ossian. Voici un tableau d'époque, Johann Peter Kraft, Ossian et Malvina, 1810. Napoléon était un admirateur enthousiaste de la poésie d'Ossian. C'était son auteur. Alors certes, il révère Corneille, il révère César, il révère Bossuet, il révère Voltaire, mais son auteur, c'est Ossian. Ossian, le voilà. Il ne s'appelle pas Ossian, il s'appelle James Macpherson. Il est mort en 1793, c'est un Écossais. Et Ossian est sans doute l'une des plus célèbres supercheries littéraires, c'est un peu comme Émile Ajar, c'est pareil, de l'histoire de la littérature, puisque Ossian n'existe pas. Ossian est un faux barde du IIIe siècle de notre ère, dont Macpherson affirmait qu'il avait retrouvé des manuscrits et qu'il les avait transcrits en anglais moderne. Tout était faux, c'était Macpherson lui-même qui écrivait les poésies d'Ossian, mais ça plaisait tellement à ses concitoyens en Écosse, là-bas j'oublie le nom, la principale ville d'Écosse, enfin bref, ça me reviendra, ça leur plaisait tellement qu'ils lui demandaient « mais vous n'en avez pas d'autres dans vos cartons ?» Et Ossian, le lendemain, leur ramenait une nouvelle poésie de ce barde du IIIe siècle. Et la mode s'est répandue d'Ossian, elle a traversé l'Atlantique, elle a traversé la Manche, elle s'est répandue en Europe, et Ossian a eu des enthousiastes fanatiques comme Thomas Jefferson, Diderot, Goethe surtout, Madame de Staël.
Et Napoléon aimait tellement Ossian que si on lui disait Homère, il disait « Arrêtez de m'ennuyer avec ce radoteur, vous n'avez jamais lu Ossian. Sinon, vous verriez qu'entre Ossian et Homère, ce n'est pas la même chose. Ossian écrase Homère de toute sa puissance. » Et comme le Werther de Goethe, voici frontispice du Werther, il aurait pu dire « Ossian a supplanté Homère dans mon cœur ». Et d'ailleurs, la lecture des souffrances du jeune Werther, qui faisait pleurer Napoléon, a sans doute encore renforcé son amour pour Ossian. Alors, vous savez qu'il a commandé de très nombreux tableaux à ses peintres préférés. En voici un de Girodet. Ossian reçoit les héros français morts pour la patrie en 1805. Et en fait, c'est ça qu'il aimait chez Ossian, et ça permet de comprendre le personnage, c'est que Ossian le transportait dans un pays brumeux, peuplé de héros hors cadre, hors dimension. Et c'est ce qu'il aimait chez Ossian, comme du reste chez Corneille. C'est-à-dire qu'il retrouvait dans cette fausse poésie médiévale, mais très bien imitée, puisque tant de gens s'y sont laissés prendre, des modèles de cette vie héroïque à laquelle il aspirait pour lui-même. Et quand on lui présentait une tragédie, une pièce de théâtre, pour avoir son avis, il le dit une fois à son tragédien préféré, Antoine-Vincent Arnaud, « Il faut que les héros meurent, car si le héros ne meurt pas à la fin, il n'y a pas de tragédie. » Et en lisant les chants d'Ossian, très ennuyeux pour nous aujourd'hui, mais pas si médiocre qu'on le dit, on y voit ce qu'est l'âme de Napoléon, c'est-à-dire des histoires où les hommes sont grands, immenses même, dans un monde crépusculaire et sous un ciel vide où il n'y a aucun Dieu. Et c'est une atmosphère à la fois romantique, on pourrait dire déjà pré-nietzschéenne, très 19e siècle déjà. Et c'est le monde mental qui est le sien. Et malheur à ceux qui ne partageaient pas son admiration. Il organisait d'ailleurs des lectures à la Malmaison le soir d'Ossian, où des gens récitaient les poèmes pour son plus grand plaisir. Et Madame de Staël, à une époque où elle cherchait à faire sa conquête, en 1800, n'avait pas oublié de citer Ossian dans De la littérature comme un grand écrivain pour faire plaisir au premier consul. Et elle écrit ceci dans une introduction du livre. « Il existe, ce me semble, deux littératures tout à fait distinctes, celle qui vient du Midi et celle qui descend du Nord. Celle d'un côté dont Homère est la première source et celle dont Ossian au Nord est l'origine. » Bon, ça n'a pas marché du tout, hein. Ça n'a pas fait la conquête de Bonaparte. Alors avec la musique à laquelle Napoléon était très sensible, l'ossianisme de Napoléon témoigne d'une face cachée, très difficile à saisir de la personnalité napoléonienne. Et il est vrai qu'à ce poète et à sa fréquentation assidue, ce faux poète, ou cette supercherie littéraire, il devait probablement quelques traits caractéristiques de son style. La brusquerie du ton, le caractère sublime et grand des images qu'il employait, comme tout à l'heure à propos de la nuit. La sublimité du style, le style à la fois abstrait et métaphorique. Et dans sa conversation même, quand une grande idée s'emparait de son cerveau, eh bien, ceux qui l'entendaient disaient « Tiens, voilà, il commence à ossianiser ». Alors Sainte-Beuve dira que c'était lui qui prêtait de son génie à Ossian plutôt que Ossian qui prêtait de son génie à Napoléon. Mais au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que Ossian convenait plus que tout autre auteur à ce qui est le fond du style de Napoléon, c'est-à-dire une prose ou une poésie oratoire. C'est encore l'orateur, et Napoléon, au fond, alors est un écrivain certes, mais avant tout, c'est un orateur.
Et c'est l'orateur que l'on retrouve dans une célèbre lettre à Joséphine, dont vous voyez ici le merveilleux profil, bon, sans doute peut-être un peu arrangé, mais merveilleux quand même, écrite au moment où il commence la campagne d'Italie. C'est une lettre célèbre et je n'ai pas résisté au plaisir de vous la montrer, car je pense que toute femme mariée aimerait recevoir cette lettre de son mari. Et la voici. « Je n'ai pas passé un jour sans t'écrire. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans maudire la gloire et l'ambition qui me tiennent éloigné de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler encore, c'est que cela peut avancer de quelques jours l'arrivée de ma douce amie. Joséphine, souviens-toi de ce que je t'ai dit quelquefois. La nature m'a fait l'âme forte et décidée. Elle t'a bâti de dentelle et de gaz. » Bon, c'est beau quand même. Bon, c'est pas très féministe, hein, il faut bien le dire. Donc peut-être que ça serait dénoncé sur les réseaux sociaux, mais néanmoins, quelle lettre magnifique. Et vous savez qu'elle recevait ça, elle ne les lisait même pas, elle ne les ouvrait pas. Ou alors elle les montrait à ses amis en riant. Parce qu'elle, à ce moment-là, elle était très occupée avec le lieutenant Hippolyte Charles. Donc elle était finalement très satisfaite que son mari soit parti guerroyer du côté de Milan. Alors on citerait sans peine des dizaines d'autres lettres où se montre l'âme passionnée de Napoléon, à travers même ce style très bref, avec ses phrases courtes, ce sens de la formule. Par exemple, les lettres qu'il adressait personnellement aux veuves de ses généraux. Les lettres très touchantes, les plus belles peut-être, qu'il envoyait à son beau-fils Eugène, vice-roi d'Italie, pour l'instruire à la fois du métier de la guerre et du métier de gouverner. Les lettres cinglantes qu'il adressait à Bernadotte, chaque fois, c'est-à-dire toujours, que Bernadotte avait démérité, car Bernadotte était à la fois un mauvais général et un traître dans l'âme. Les lettres furibondes qu'il envoyait à ses frères. Voici ici un portrait de Gros, je vais vous laisser lire la lettre, pour les rappeler au devoir de leur charge, mais aussi les ordres du jour, les proclamations, les bulletins de la Grande Armée. Voici cette lettre que je trouve très belle, mais moi je la vois en trop petit, je ne peux pas la lire. Je vous laisse la lire. Et ce qui est bien, c'est la phrase finale. Bon, il y en a des pires à Louis encore, hein, mais qui sont pires parce qu'il avait élevé Louis, et donc il avait une affection particulière pour Louis. Donc chaque fois que Louis le décevait, la réaction était plus violente qu'avec cet idiot de Jérôme, pour lequel il n'avait jamais vraiment éprouvé de sentiments. Voilà. Alors Balzac disait que si on faisait un recueil complet de la correspondance de Napoléon, et lui-même avait eu l'idée, aura l'idée de la publier, Balzac dit « C'eût été le plus beau livre du monde. Aux yeux des masses, ce livre sera comme une apparition, car dans ce livre, l'âme de l'empereur passera devant les masses. » Fin de citation. Alors Napoléon ne se révèle pas seulement à la littérature, la grande, poétique, politique, militaire, lorsqu'il abandonne la plume et se met à dicter, car il existe aussi dans son cas un lien très étroit entre l'aptitude littéraire d'un côté et l'action militaire et politique de l'autre. Le voici en premier consul par Ingres. Et puisque j'ai cité une lettre à Joséphine, la correspondance amoureuse est un très bon exemple. Car il suffit de comparer les lettres qu'il adresse à la future impératrice avec celles que quelques mois plus tôt à peine il adressait à Désirée Clary. Et des unes aux autres, ce n'est ni le même homme, ni le même style. Alors on dira qu'il était passionnément épris de Joséphine, alors qu'avec Désirée, c'était un aimable marivaudage et rien de plus,
ou une affaire, comme il disait. Quand il parlait de désirer, il disait l'affaire désirée. Voilà, un projet de beau mariage. Mais d'un autre côté, la passion qu'il éprouvait pour Joséphine s'augmentait de l'excitation de faire la guerre en Italie, et comme on sait, l'amour et la guerre font bon ménage. Et dans son cas, l'amour et la guerre s'augmentaient l'un l'autre et l'un par l'autre. Et ça contribue à la transfiguration d'un style dont on n'avait pas trouvé les indices avant qu'il ne commence à faire la guerre et à entrer la politique. Et c'est la guerre qui le fait passer subitement, au début de 96, de Rousseau ou de Bernardin de Saint-Pierre à Jules César. Et c'est pourquoi les 40 000 lettres conservées de sa correspondance, la plus récente édition contient 40 497, qui sont partie intégrante de l'action. Concevoir, décider, diriger, surveiller, compose son vrai chef-d'œuvre. Son vrai chef-d'œuvre, c'est sa correspondance. Ses mémoires, c'est sa correspondance. Donc Napoléon se voulut auteur dans sa jeunesse, avant que l'action ne s'empare de lui, et il est devenu en fait écrivain dans et par l'action. Et il faut mettre en parallèle les lettres ossianesques de Napoléon, les lettres où il y a de la poésie, avec celles qu'il adresse à ses généraux sur la conduite des opérations militaires, pour mesurer le mélange qu'il y a, ou l'association plutôt qu'il y a dans sa tête, à la fois d'imagination et de rationalité, d'âme et de pensée. L'une, l'imagination qui tantôt le retient du côté du XVIIIe siècle, tantôt le fait annoncer le XIXe siècle romantique, et l'autre le haussant à la hauteur des grands écrivains militaires qu'ont été César ou Frédéric II. Dernier point, une poésie de l'action. Donc chez Napoléon, l'écriture, même dictée, c'est le prolongement de l'action. Elle accompagne l'action, elle en fait partie, mais aussi elle la magnifie, elle la transfigure. Elle en a aussi bien, je l'ai dit, été transfigurée. L'action, l'exercice du commandement, le travail gouvernemental ont fait l'apprentissage littéraire de Napoléon, et son style, là, c'est ramassé. Et comme dit un contemporain, son style, c'est une algèbre. Ça ressemble aux mathématiques. L'action est son deux pans. On l'a dit, incapable de contemplation, c'est vrai. La rumination n'est pas pour lui, et c'est pourquoi il a raté ses mémoires. C'est pourquoi ses mémoires sont si froids. Parce que ce n'est pas un homme qui est fait pour ruminer sur le passé. C'est un homme qui est fait pour agir. Et lorsqu'il parle, les conversations que va recueillir Lascaz, il se projette encore dans le futur, puisque ces conversations de Sainte-Hélène, c'est un moyen de peser sur l'avenir. Il explique ce que va devenir l'Europe, ce que va devenir le monde. C'est un moyen d'y agir, même quand il n'y sera plus. Mais raconter ce qu'il a fait, raconter son histoire propre, ça, ce n'était pas pour lui. Et l'action chez lui explique absolument tout de l'homme. L'action a été sa vraie passion parce qu'il avait une conviction qui est que faire, c'est vivre, ou vivre, c'est faire, et que si on s'arrête, eh bien on est mort. Imaginez ce qu'il aurait pensé du confinement. Et je terminerai par quelques considérations sur Napoléon et ses collègues, en quelque sorte, écrivains. D'abord, il faut bien savoir que cette œuvre qui a puisé sa richesse dans l'action, qui était le reflet d'une vie extraordinaire, parce que la correspondance est le reflet de sa vie, cette histoire a fasciné les écrivains du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écrivain du XIXe siècle, même ceux qui le détestent, qui n'est pas fasciné par cette vie et qui n'est pas fasciné par cette œuvre. À partir des années 1820, tous vont succomber au culte de Napoléon, et notamment de Napoléon écrivain. Et vous savez que le jeune Balzac écrira sous un buste
qui se trouve aujourd'hui au château de Saché sur le bureau de Balzac. Il écrira dessous, un petit buste de Napoléon, « Ce qu'il n'a pas achevé par l'épée, je l'achèverai par la plume ». Sous-entendu, l'empire qui lui a échappé finalement, moi je vais le créer dans les lettres. Et la comédie humaine, c'est l'équivalent littéraire de l'œuvre de l'épopée napoléonienne. On peut dire que tous, Madame de Staël dit à un moment, je vais bâtir un empire intellectuel, littéraire, plus durable que le sien. Elle a gagné d'une certaine façon. Et quand Chateaubriand se met à l'écriture des Mémoires d'outre-tombe, eh bien c'est pour lui aussi bâtir son épopée de papier, puisqu'il estime que Napoléon lui a fait manquer sa vraie épopée en l'envoyant secrétaire de Fesch à Rome. Et voici par exemple ce que dit, voici le texte, ce qu'écrit Chateaubriand du changement d'époque après la mort de Napoléon et après 1815. C'est un très beau texte, je trouve. Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas terminé avec Napoléon ? Quel personnage peut bien intéresser en dehors de lui ? De qui et de quoi peut-il être question après un pareil homme ? Comment nommer Louis XVIII à la place de l'empereur ? Je rougis en pensant qu'il me faut nasillonner à cette heure d'une foule d'infimes créatures dont je fais partie, êtres douteux et nocturnes que nous fûmes d'une scène dont le large soleil avait disparu. Voilà. Les plus fanatiques des mitterrandiens ont pensé ça après la mort de Mitterrand. Mais bon, depuis la mort de Napoléon, il y a peut-être eu après la mort de De Gaulle, mais on n'a jamais reconnu une chose pareille. Donc même ses ennemis écrivent ça. Et en l'occurrence, Chateaubriand n'est pas un ami. Et pour eux, pour tous ces gens, toute cette génération, au fond, la littérature, ça a été un refuge. Napoléon avait magnifié l'action par l'écriture. Eux ont cherché à remplacer l'action qui leur était inaccessible dans un monde en paix par l'écriture. Et le seul qui n'a pas succombé totalement à cette religion, précisément, a été celui, ça c'est la phrase de Balzac, a été Chateaubriand. Si Chateaubriand reconnaissait une grandeur à l'empereur, elle n'avait rien à voir avec la littérature. Chateaubriand considère Napoléon comme un mauvais écrivain, et même comme un non-écrivain absolu. C'est que simplement, Napoléon avait terminé la Révolution et mis fin au désordre. Chateaubriand est très injuste parce que, comme je l'ai dit, il avait toujours été persuadé que Napoléon ne lui avait pas fait la place qu'il méritait et à laquelle il avait droit comme conseiller du prince. Il se serait bien vu dans l'entourage. Et il avait d'ailleurs dédié son premier ouvrage à succès, Le génie du christianisme, au premier consul, en le remerciant d'avoir restauré le catholicisme, etc. Mais voilà. Chateaubriand, comme vous le savez, a pris prétexte de l'exécution du duc d'Enghien pour claquer la porte de ses fonctions, prendre l'exil et entrer dans une opposition décisive. Mais du coup, Napoléon n'a pas eu près de lui de grands écrivains. C'est-à-dire, il n'a pas eu l'entourage d'écrivains qu'a eu Louis XIV, par exemple. Voilà. De ce point de vue-là, il a été obligé de se rabattre sur des petites plumes. Voici Arnaud à gauche et Fontane à droite, qui ont été son cercle littéraire, en quelque sorte. Il y en avait quelques autres aussi. Mais il s'est fait des deux ennemis, c'est-à-dire que les deux grands écrivains de son temps, qui étaient Chateaubriand et Madame de Staël, que vous voyez ici, ont été ses ennemis mortels. Et comme ils avaient l'un et l'autre échoué à faire la conquête du maître, eh bien, ils se sont vengés par la suite. Et il faut dire qu'ils ont réussi à faire de Napoléon un ennemi de l'intelligence et de la culture. Et ils ont finalement très bien réussi. Alors Napoléon a commis une erreur terrible, parce qu'après tout, ces gens ne demandaient qu'à être reconnus et à servir le prince. Mais il n'a pas voulu faire leur conquête.
D'abord parce qu'il pensait il se suffisait à lui-même pour chanter sa propre gloire, qu'il n'avait besoin de personne. Et sans doute c'était un tort parce qu'il oubliait la postérité. Ensuite, il se méfiait des écrivains pour des raisons qui n'étaient pas toutes mauvaises. Il se rappelait que les écrivains, les intellectuels, les journalistes avaient déclenché la Révolution française, avaient contribué à sa radicalisation par les articles de journaux, les exagérations, les excès, les dénonciations de la presse. Vous voyez ici une scène de 89, un orateur au Palais Royal. Et au fond, il pensait sur les écrivains comme Tocqueville, dont voici un extrait dans l'Ancien Régime et la Révolution, qui est un extrait qu'on pourrait d'ailleurs appliquer à beaucoup d'écrivains encore aujourd'hui. Les écrivains ne fournirent pas seulement leurs idées au peuple qui fit la Révolution, ils lui donnèrent leur tempérament et leur humeur. Toute la nation, les lisant, finit par contracter les instincts, le tour d'esprit, les goûts, et jusqu'au travers naturel à ceux qui écrivent. De telle sorte que quand elle eut enfin à agir, la nation transporta dans la politique les habitudes de la littérature. Quand on étudie l'histoire de notre Révolution, on voit qu'elle a été menée précisément dans le même esprit qui a fait écrire tant de livres abstraits sur le gouvernement. Même attrait pour les théories générales, les systèmes complets de législation et la symétrie dans les lois. Même mépris pour les faits, même confiance dans la théorie, même goût de l'original, de l'ingénieux, du nouveau dans les institutions. Effrayant spectacle, car ce qui est qualité dans l'écrivain est parfois vice dans l'homme d'État, et les mêmes choses qui souvent ont fait faire de beaux livres peuvent mener à de grandes révolutions. Fin de citation. Ça, c'est un texte d'une grande intelligence où tout est dit. Et Napoléon pensait exactement ça du rôle des écrivains dans la Révolution. Donc il ne voulait pas leur rendre une tribune sous l'Empire. D'où le fait qu'il les a effectivement persécutés, mais qu'il s'en est fait des ennemis définitifs, comme Madame de Staël, dans 10 années d'exil. Et jamais Napoléon n'a pu ôter le masque qu'ils avaient posé sur son visage d'ennemi des lettres et de l'intelligence. Et il aurait pu réunir autour de lui tous ceux, écrivains, musiciens, peintres, architectes, savants, qui l'ont soutenu, que ça n'aurait pas suffi, parce qu'il avait écarté les principaux. Or, dans la République des lettres, vous savez, tout le monde n'est pas égal. Et il faut avoir près de soi les principaux. Frédéric le savait, qui avait fait venir Voltaire. Frédéric ne s'intéressait pas vraiment à Voltaire, mais il était heureux de pouvoir afficher Voltaire à sa table. Catherine II, qui n'était pas libérale du tout, avait fait venir Diderot à Saint-Pétersbourg. Donc c'était pareil. Napoléon n'a pas compris ça. Et au fond, c'est quelque chose qui lui aura manqué. C'est un homme qui avait presque tous les talents, qui savait presque tout faire, mais là, il lui a manqué un petit quelque chose. Et ça a accrédité l'idée qu'au fond, il y avait dans Napoléon quelque chose qui n'était pas français. Voici une caricature anglaise. Et ça explique la charge au vitriol de Chateaubriand dans le pamphlet de 1814 de Bonaparte et des Bourbons, où il appelle Bonaparte le fatal étranger. Et pour lui, la preuve qu'il est un fatal étranger, c'est pas seulement qu'il est né en Corse, donc quasi étranger, mais c'est aussi qu'il a été l'ennemi des lettres dans un pays où la littérature et la politique sont étroitement mêlées depuis au moins le gouvernement de Richelieu au XVIIe siècle. Et si bien que l'œuvre de Napoléon, qui était une œuvre considérée comme poétique par beaucoup d'écrivains, est devenue ou a été considérée par beaucoup au XIXe et au XXe siècle comme une prose, et la prose la plus basse qui soit, promotion de soi, propagande, manipulation de l'opinion, asservissement des esprits. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, cette thèse est archi-dominante, y compris parmi les historiens de Napoléon, et ceux qui sont mes amis les plus proches, qui pensent en effet que cet homme n'avait jamais dans l'esprit qu'un souci ou qu'une préoccupation qui était de manipuler, de faire de la propagande et de construire une image mensongère de lui-même.
qui lui dénie donc la qualité qui est la qualité propre à tout véritable écrivain, qui est la sincérité, d'abord. Alors bien sûr, et fort heureusement, cette réputation d'anti-intellectualisme, d'anti-littérature, n'a pas suffi à étouffer ni la mémoire de l'épopée, ni l'intérêt pour les lettres de Napoléon, mais elle a terni cet intérêt pour les lettres de Napoléon, et on lui rend rarement la place qui lui revient dans la tradition littéraire française, et dans cette tradition qui veut que les grands gouvernants en France ont toujours été à la fois hommes d'État et écrivains. Et on sait que voilà, Clémenceau écrivait, De Gaulle écrivait, Jaurès écrivait, au 19e ils écrivent tous, et au 18e même, l'exemple de Louis XIV était là, c'est-à-dire qu'un roi, un grand roi s'entoure des plus grands écrivains de son temps, que ce soit Molière, Racine et Corneille. Et donc Napoléon, finissons par un portrait, un magnifique portrait, par un grand corps. Napoléon a toute sa place, bien sûr, dans l'histoire littéraire de la France, d'abord parce que son œuvre, son extraordinaire correspondance, retrace l'histoire d'une épopée qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire universelle. Ensuite, parce que cette correspondance témoigne de l'extraordinaire éventail des capacités et des compétences de Napoléon, qu'on peut appeler au sens de la Renaissance un homme universel, et parce qu'elle témoigne aussi de l'énergie qui traverse de part en part l'époque et l'histoire napoléonienne, énergie, donc toutes qualités qui nous sont devenues si étrangères aujourd'hui. Alors l'histoire allait vite à l'époque. Comme vous le savez, notre histoire se traîne comme si nous étions des vieillards au bord du tombeau. La vie avait un charme extraordinaire à cette époque qu'elle devait à son mouvement rapide. Et donc, pour se consoler des temps médiocres et navrants que nous traversons, eh bien, relire Napoléon, c'est un bon moyen d'égayer nos journées. Voilà, je vous remercie.